Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. Est-ce que tu es prêt ? Absolument. Ouais, ok, on est parti alors. Merci beaucoup de me recevoir et de m'accorder de ton temps. Je suis très content d'être avec toi ce matin. Tu le sais, nous sommes dans l'inconnu, le podcast qui ne se pose pas la question de ce que tu fais, mais se focalise sur qui tu es. Nous allons donc garder ton identité et ton métier secret durant notre échange. Très bien. Pour commencer, j'aimerais savoir comment tu vas. Je vais admirablement et je pense qu'il faut toujours prendre le bon côté de toutes les choses. Ok, c'est une belle philosophie. On a bien commencé avec le croissant et le café. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes ? Nous sommes dans un petit appartement pas loin de la mer, à Marseille, et dans une rue qui a un joli nom puisqu'elle s'appelle rue des Mousses. On ne donnera pas le numéro. Non, c'est pas utile. Et effectivement, il y a un petit bout de mer là-bas qui se dévoile. Je te propose de commencer et de partir au hasard de la discussion. On a 6 thématiques. On va avoir un dé que tu vas choisir dans cette bourse. Très bien. Un seul. Un seul. Un dé violet. Les 6 thématiques sont l'amour, le travail, l'amitié, la famille, le handicap et réussir sa vie. Ce que je te propose, c'est de lancer ce dé et de partir au hasard de la discussion. 6. Réussir sa vie. Que signifie pour toi réussir sa vie ? D'abord, réussir, c'est confronté à une difficulté quelconque, arriver à bout. Par exemple, face à une panne de voiture, lui permettre de redémarrer. Et dans la réussite, il y a toujours l'idée de quelque chose de positif. Mais la vie, c'est un chantier de longue durée, enfin nous l'espérons tout au moins, pour les gens que nous aimons. Et ça ne se fait pas comme regonfler un pneu ou déplacer un tableau qui est un peu de travers. Et c'est un travail de longue haleine. Et ça suppose un point de départ qui est la confiance et la foi. Un travail que j'appelle de longue haleine, parce que la vie est longue, tout au moins je l'espère pour nous tous. Et il y a des choses qui ne peuvent pas se faire en 2 minutes. Il y a dans les entretiens de Socrate quelque chose de très intéressant à ce point. Les gens parfois, ils étaient embêtés parce que Socrate mettait du temps à répondre. Il posait des questions, il en posait d'autres. Et les gens lui disaient, mais enfin, dépêche-toi, hein, on n'a pas que ça à faire. Et Socrate répondait, nous ne sommes pas des esclaves, nous avons tout loisir, nous avons le temps. Et la réussite, c'est pas un truc qui s'improvise. Par exemple, autant il me semble important qu'une ambulance puisse rouler vite, ou un hélicoptère de sauvetage, autant je trouve qu'une voiture qui accélère pour accélérer, elle ne réussit pas, au contraire. Donc pour toi, réussir sa vie, c'est prendre le temps de surmonter les échecs ou de surmonter les difficultés. C'est prendre le temps de surmonter les difficultés, mais c'est aussi savourer le temps bienheureux qui peut arriver. Le temps d'un café, le temps du silence après la musique. Et ça veut dire que la musique était belle, qu'on est impressionné, et qu'on reste silencieux, on la ressent encore. Sacha Guitry avait un joli mot. Il disait, et ce n'était pas une boutade, le silence qui suit Mozart est aussi de Mozart. C'est joli. C'est très très joli. Alors, j'ai plein de questions à te poser, mais je vais te poser encore sur réussir sa vie. Quelles valeurs sont pour toi essentielles pour réussir sa vie ? La sincérité, le respect de la vérité. Je ne crois pas qu'une réussite soit possible par le mensonge. Je crois qu'il peut y avoir un moment de réussite apparente, mais il me semble important d'être authentique. C'est le premier élément. Le deuxième, c'est le courage. Il y a des réussites faciles, mais elles n'ont pas d'importance. La réussite, c'est une conquête. C'est pas un laisser-aller.
On peut gagner au loto, pourquoi pas? Une chance sur je ne sais pas combien de centaines de millions. Mais c'est le hasard qu'on peut transformer en réussite par un sens d'autrui, un côté caritatif. Mais en tout cas, la véritable réussite, c'est de voir pousser une plante, c'est de voir pousser un enfant, c'est de réussir un travail, donc de se heurter à la difficulté et d'être opiniâtre. Vérité, sincérité, courage. Ok, merci beaucoup de ce partage. J'ai plein de questions, hein. Ça pétille dans mon cerveau. Quelle personne t'inspire dans ta quête? Alors dans ma tête, il y a mon père, il y a ma mère, il y a la chance des gens que j'ai rencontrés. Il y a un professeur d'université, mais je n'avais pas dire dans quelle discipline. Euh, il y a, il y a mon grand-père. De façon générale, les êtres humains. Si tu pouvais donner un seul conseil pour réussir sa vie, quel serait-il? À quelqu'un d'autre, si ce quelqu'un était pressé, je lui dirais, prends ton temps. Et si quelqu'un était rebuté par une difficulté, je dirais, continue, reprends le travail, continue ce que tu fais, mais mieux. Après, je dirais qui est l'auteur de cette citation. La règle du jeu inconnue fait que je ne vais pas le dire tout de suite. Pourquoi tu peux pas la dire? C'est en lien avec ton métier? Ou avec ton activité? Oui, Ok. voilà. Tu l'as dit à la fin par contre, hein? Si tu veux. Ok, je te rappellerai. Je te propose de retirer le dé et de repartir sur une deuxième thématique. Et si ça retombe sur le 6, On retire encore. Des fois le destin, des fois le destin est taquin. Tu peux retirer. 4. La famille. Quelle est la meilleure leçon de vie que ta famille t'ait transmise? alors il y en a une très précise quand j'étais enfant. Il y avait chez mes grands-parents une vieille bonne bossue qui s'appelait Philomène. Et un jour, j'étais assis à table et à quelques dizaines de centimètres de moi, il y avait un objet que je voulais. Et la bonne était à l'autre bout de la pièce. Et je l'ai appelée, moi, enfant, assis, pour qu'elle me donne l'objet qui était un peu plus loin. Elle n'a pas bougé. Et je me suis plus ou moins fâché. Et à ce moment-là, j'ai été soulevé de terre par mon grand-père qui était entré dans la pièce et qui avait vu la scène. Et il m'a mis à genoux devant la bonne. Il m'a dit, tu lui demandes pardon et tu te rappelleras toute ta vie que tu es à disposition des autres et qu'ils ne sont pas à ta disposition. Et ça m'a fait un bien infini. Donc, ce souvenir qui me vient de mon grand-père est très important et il est une base de la famille. Et dans ma famille, il y a aussi cette chose merveilleuse qui a été la bienveillance et le goût de la musique et de la littérature de mon père qui était pourtant un autodidacte. Et enfant, il me lisait tous les jours un chapitre du Don Quichotte de Cervantes. J'avais 5 ans. Je devais en comprendre un quart, mais peu importe. J'étais bercé par la voix et j'étais bercé par la musique. Et donc la famille, pour moi, elle est associée à ça, le respect d'autrui, la musique La musique et la lecture. et la lecture. Si je te dis famille de cœur ou famille de sang? Famille de cœur. Le sang, bon, le sang, ça veut dire quelque chose parce que c'est une transmission. Et je n'ai pas connu mon grand-père paternel. Le grand-père dont je te parlais, c'est mon grand-père maternel. Mon grand-père paternel, il a eu un nom, il était un syndicaliste réputé, et en tant que syndicaliste à une époque difficile, on est avant les années 30, il demandait le respect des outils de travail, et que la grève ne doit pas détruire. Alors là, il y a le sang, mais le sang, je ne peux pas prouver l'importance que ça a. En revanche, le cœur, oui. La famille, c'est le cœur. Ok. Je te propose de repartir sur une troisième phase de dé, et je suis sûr que tu ne feras ni 4 ni 6. 6. Le destin est très coquin. 1. L'amour. Belle thématique. Quels sont les piliers de l'amour? Je vais te répondre par un mot de Saint-Augustin. L'amour est désir de possession et don de soi. Et je crois que les piliers, c'est le partage. C'est regarder l'autre avec admiration. Et en ce sens, l'amour est universel. Car le même amour me conduit vers les autres, vers les gens qui passent dans la rue, vers un chat qui s'arrête, vers un oiseau qui s'envole,
Et bien sûr, vers cette élection admirable qui est l'être, qu'on va aimer parce qu'il fait partie de nous. Alors ce n'est pas que le sang, mais c'est aussi le cœur. Parce que une femme que j'aime, elle n'est pas de mon sang, mais mes enfants, ils sont aussi de mon sang. Et l'amour, c'est l'émerveillement d'autrui. Et quand on est émerveillé, on est prêt à tout donner. Donc il y a le don de soi. Mais en même temps, on a tellement besoin d'écouter l'autre, de le voir, d'entendre sa voix, qu'il y a un désir de possession. Désir de possession et don de soi. S'il n'y a que le don de soi, c'est la sainteté. S'il n'y a que le désir de possession, c'est avare, c'est pas de l'amour. C'est toxique. Toxique. Quelle est la plus belle preuve d'amour que tu as reçue ou donnée? Donner, je ne sais pas dire. Reçu, je viens de recevoir une admirable de la femme que j'aime, qui fait comme si je n'avais pas le handicap que je viens de vivre. Et qui du coup rajoute pas du handicap au handicap. Qui enlève, qui en rit, qui neutralise, qui a de l'humour. Et ça, c'est une preuve extraordinaire. Du coup, je vais revenir sur la famille, parce Oui. qu'il y a une question que je t'ai pas posée, mais du coup, je vais la poser. Que t'apporte ta partenaire? Je l'admire. Je crois que dans l'amour, il y a de l'admiration. Parce que j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie. C'est lié à mon âge, à mon vagabondage. Mais et j'ai rencontré beaucoup de gens que j'admire, à tout point de vue. Mais ma partenaire, elle est une synthèse de tout plein de choses. Elle a de la générosité avec discrétion. Elle fait tout plein de choses, mais elle ne les dit pas. Et elle a une simplicité d'eau de source. Elle m'apporte cette fraîcheur de la vie, car l'eau, c'est le plus extraordinaire des biens. C'est très joli. Je te propose de passer à la prochaine étape qui est le texte à trop. Je commence les phrases, D'accord, tu les termines. si j'arrive. Je suis sûr que tu vas y arriver et je suis sûr que tu vas très bien y arriver. L'art de la simplicité, c'est... Bah, tu vois, j'arrive pas. L'art de la simplicité. Non, je vois pas, honnêtement, je vois pas. J'en fais une autre Oui, et on reviendra. Tu vois, si c'était à refaire, je le referai. Parce que j'apprends en refaisant. Mais évidemment, quelqu'un va répondre, si c'est à refaire, je ne le referai pas. Mais je le referai, mais différemment. Je le referai, mais mieux. Mais je profiterai quand même de l'expérience. Car pour faire, il faut faire plusieurs fois, mais il faut refaire mieux. c'est ce que disait Einstein sur les gens intelligents. Une personne intelligente est une personne qui ne fait pas deux fois la même erreur. Oui, qui apprend. Qui apprend. Je n'ai jamais autant rigolé. Je suis nul. Je suis nul, je ne suis pas capable de... Alors, j'en refais une autre. Ma plus grande leçon, ça, tu nous l'as dit tout à l'heure, avec ton grand-père, Oui. maternel. Mon principal objectif dans la vie est, Le respect d'autrui. c'est une notion importante, primordiale, Ah oui, absolument. C'est premier. c'est ce qui permet de te développer, de grandir et... Oui. Les hasards de la vie font que je ne conduis plus. Ma grande préoccupation pendant toute ma vie, parce qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un conducteur, ça a été de ne blesser et de ne tuer personne. Et je touche du bois rond, je n'ai jamais blessé personne et je n'ai jamais tué personne au volant. Mais à chaque fois que je me mettais au volant, surtout, sois attentif à autrui. Car la vie d'autrui est sacrée. Donc là, on rejoint la notion dont tu nous parlais tout à l'heure. J'ai don qui vient en tête là, mais c'est pas ça, de respect d'autrui, Le respect d'autrui, oui. qui est hyper important. C'est primordial. Parce que si je ne respecte pas autrui, je ne peux pas me respecter moi-même. Et est-ce que tu penses que le respect d'autrui commence par le respect de soi, ou le respect de soi est antérieur au respect Je ne sais pas dire. Je ne sais pas répondre. Par exemple, dès que je me lève, je fais mon lit. Parce que je veux qu'il soit propre. Dès que je me lève, je me lave, je me rase. Parce que je ne veux pas offrir à autrui l'image de la décrépitude. Et donc,
parce qu'il y a autrui et parce que autrui est aussi un autre moi-même, les deux sont intensément imbriqués. Mm. Mais euh, se lever, se tenir droit, c'est le respect de l'autre. Ce que j'ai toujours fait, moi, dans ma vie, c'est quand quelqu'un arrive, me lever, ne jamais rester assis. Quelle que soit ma fonction, quel que soit le statut de l'autre sur le plan des hiérarchies officielles, me lever en signe de respect. D'ailleurs, je vais me tenir droit. Non, on a le droit aussi. Merci de me le rappeler. Non, non, on a absolument le droit de se voûter. Et de faire le dos rond, parfois. Ça fait du bien. Des fois, c'est bien de faire le dos rond. C'est important. On passe à la prochaine étape qui est la question d'un inconnu. Chaque inconnu pose une question au prochain inconnu ou à un inconnu. Je vais te poser la question de la dernière personne avec qui j'ai échangé et pas de hasard que de la synchronicité. La question est, si tu gagnais au loto, que ferais-tu? C'est marrant parce que je joue humblement au loto et au Euromillion avec une cotisation de base. Ok. Parce que j'ai vu dans un département des gens accros aux jeux de hasard et qui dépensent parfois, Beaucoup d'argent. et sachant que le loto c'est un jeu de dupes, mais on le sait officiellement. Si je le faisais, il y a une petite part qui irait à chacune de mes filles. Il y a une petite part qui irait à d'autres proches et la majeure part, j'essaierai de l'utiliser pour le service d'autrui et pour les démunis. Ça, c'est une certitude en moi. Ok. Et c'est drôle parce que tout à l'heure, tu nous as parlé de l'auto. Oui. Au début de la conversation. Parce que je dis que le hasard est bienveillant et qu'il peut à un moment donné offrir quelque chose. Écoute, croisons les doigts. Croisons les doigts. Je propose, c'est qu'on se fasse une grille de loto après. On sait jamais. Prochaine étape, le non-sujet. Quel est pour toi un ou le non-sujet ou le sujet qui t'énerve quand il arrive sur la table? Moi, si j'étais le gouvernement, Ah. les gens qui croient qu'on peut tout résoudre comme ça, en claquant dans les doigts, ça m'agace. Parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement compliquées. Et il faut être un imbécile pour croire qu'on va résoudre des choses très compliquées comme ça. Dans un gouvernement, quel qu'il soit, il y a des imbéciles, des intelligents, des bienveillants et des malveillants. Le mot politique, ça veut dire l'art de vivre en ville, la politique, l'étymologie grecque. Et cet art, ça demande aussi du métier. Si je me mets au piano, je ne vais pas jouer une sonate de Beethoven comme ça, là, sans avoir travaillé, sans avoir préparé. Et les gens qui croient que si j'étais là, tout serait magique, m'agacent. Donc j'essaie, il m'arrive d'être bête et méchant et de critiquer certains hommes politiques. Il y en a un que je déteste par-dessus tous, je ne vais pas dire son nom, c'est pas gentil, il est toujours vivant d'ailleurs. Mais je me reproche parfois moi-même cette vision simplificatrice qui fait qu'on croit qu'on va tout faire comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Or, l'opération du Saint-Esprit, ça existe, mais c'est compliqué. Merci beaucoup. On passe à la question suivante, la thématique suivante qui est avant de partir. S'il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir, qu'est-ce que tu ne souhaites pas regretter? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Alors, il y a un truc que je vais refaire parce que j'ai tenté il y a quelque temps. J'avais écrit au centre de don des corps. J'ai pas eu de réponse. Alors, je crois que je vais réécrire pour dire que mon corps, il appartient à tout le monde d'abord, si on peut en récupérer quelques bricoles, et qu'ensuite, j'aimerais autant que, après tout, ils servent même en anatomie pour les carabins, mais je voudrais que les gens qui m'aiment, ils aillent à l'opéra, ils aillent au théâtre, ils lisent un bouquin en ayant un petit bout de pensée pour moi, mais j'ai pas envie qu'ils viennent me voir dans un cimetière. Donc, préciser que je ne veux pas laisser une trace physique, j'aimerais, je suis vaniteux, j'aimerais que des gens qui m'ont connu quand je serai mort disent tiens, mais au fait, voilà. Ok. Une petite part d'immortalité. C'est vivre dans l'inconscient et dans le cœur des gens. Oui, c'est très beau ce que tu dis. Vivre dans l'inconscient et dans le cœur des autres. Maintenant, l'immortalité, j'y crois profondément. Je crois que, et c'est un mot de Descartes, qui est un philosophe que j'admire
Descartes disait, quant à notre âme, qui n'est pas de même nature que notre corps, je ne vois pas pourquoi elle irait mourir avec lui. Ma citation est un peu inexacte, mais l'idée, elle est là. C'est que l'âme survit au corps. Merci beaucoup de ce joli partage. Leçon de vie. Quelle est la leçon de vie que tu aimerais partager? J'ai essayé dans ma vie de partager des choses que j'ai reçues. Alors la leçon de vie que m'a donnée mon grand-père en me faisant mettre... Je n'ai jamais eu à faire mettre à genoux quiconque. Et j'en suis ravie, mais là c'était très bien que cela m'arrive à moi-même. Je souhaite partager mon goût de la vérité. Et je souhaiterais que les gens que j'aime n'aient pas un de mes défauts, qui est que parfois j'ai des a priori. Alors je fais rire ma compagne qui me dit, tu es capable de te contredire? Et alors je plaide, je dis oui. Parfois il m'arrive de dire une connerie. Mais après, je le reconnais et pour moi c'est une leçon de vie que de reconnaître ses erreurs et d'avancer. Apprendre et accepter ses erreurs Ah oui. pour avancer. Pour avancer, pour se dire que même si on a failli, on peut se rattraper et que la miséricorde de Dieu nous aide en permanence. Merci pour cette belle leçon de vie. Question à un inconnu. C'est à ton tour maintenant de poser une question au prochain inconnu. Une question au prochain inconnu. Pardonne-moi de répéter pour mieux réfléchir. Si un jour, après une erreur, tu as avancé, rappelle-le toi pour toujours. Mais là, c'est un conseil, c'est pas une question. La question que je peux te poser à toi, inconnu, c'est que vas-tu faire pour aider quelqu'un dans la peine? C'est très Que joli. vas-tu faire pour aider quelqu'un dans la peine? C'est noté. C'est une très jolie question. Elle sera posée au prochain inconnu. Que je salue amicalement. Eh ben écoute, je lui enverrai ton salut et tu pourras écouter sa réponse D'accord, dans les prochains épisodes. avec grand plaisir. On passe au titre de l'épisode. J'ai pris le parti de laisser mes invités choisir le titre de notre épisode. Peux-tu me donner 2 mots sur ce que tu viens de me raconter, sur ce qu'on vient de vivre ensemble pour le titre de notre épisode? Et s'il y en a 3, Allez, 5. Tu peux aller jusqu'à 5. non mais 3. 3, parfait. Et je vais les analyser un peu avant de les dire. Il y a un livre que j'ai toujours adoré, que j'ai lu au moins 40 fois. Il y en a d'autres que j'ai lu beaucoup. C'est le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Et le Comte de Monte Cristo se termine par la phrase « attendre et espérer ». Voilà le titre que je propose. Attendre et espérer. C'est très joli. C'est vrai que c'est un très joli roman. Je vais rien dire sur le film, qui serait beau s'il ne s'appelait... Le dernier film. Il est pas mal, non? Il est pas mal. S'il ne s'appelait pas Le Comte de Monte Cristo, je le trouverais très bien. Mais je trouve que l'intrigue est tellement malmenée qu'elle finit par ne plus avoir de sens et qu'elle ne respecte pas Alexandre Dumas. La première chose, c'est de respecter l'auteur. Oui, je suis d'accord. Sur la première, enfin, il y a pas la première partie. Enfin, la première partie était élaguée. Et après, sur la seconde partie, effectivement, c'est raccourci, quoi. Ah oui. Puis les personnages sont quand même malmenés parfois. Ouais, moi, j'ai quand même pris plaisir à le regarder. Que j'ai adoré. Moi aussi. C'est marrant parce que Le Comte de Monte Cristo, je l'ai lu. J'ai dû le lire enfant. Et là, je l'ai relu l'année dernière, les 6 tomes. Enfin, que j'ai dévoré, quoi. Il y en a, rien que là, au moins 3 exemplaires. Dont un qui est peut-être l'édition originale. Ah oui, je les vois. Magnifique. Ouais. C'est dommage que vous puissiez pas voir ça, mais j'y jetterai bien un coup d'œil après. Avec plaisir. On passe à la dernière question. Et la dernière question de ce podcast est de répondre à la plus grande inconnue de celui-ci. Qui es-tu? Je suis un amoureux de Bach, de Mozart, de Stendhal, de Giono et de Dumas. Je suis un homme émerveillé par la beauté du monde. Je suis un homme content du métier que j'ai fait. J'ai tour à tour enseigné la philosophie, puis j'ai eu des fonctions dans l'éducation nationale en étant inspecteur, directeur d'école normale, à l'heureuse époque où il y avait des écoles normales, avant qu'un maudit politique, comme on dit à Saint-Pierre-et-Miquelon, supprime les écoles normales. Quelle horreur!
Ce qui fait que maintenant, l'enseignement du premier degré, qui était il y a un peu plus de 20 ans, le deuxième ou le troisième de la planète, est maintenant le 25e dans les rapports PISA. Nous vivons une décrépitude épouvantable dans l'éducation nationale à cause de la connerie d'un ministre. Les gens chercheront le nom s'ils veulent, mais c'est pas à moi de le dire. Et le métier que j'ai fait, je le dois à un professeur d'université extraordinaire qui s'appelait Georges Pascal, qui était l'élève de Jeanne et de Michel Alexandre, qui étaient eux-mêmes les élèves du philosophe Alain. Continue ce que tu fais, mais mieux, c'est un propos d'Alain. Ok. Et c'est très important pour moi. Alain disait aussi, on apprend au manche de la bêche, pas en faisant des discours. On apprend en faisant, en refaisant, mais mieux. Et Georges Pascal a été un immense professeur d'université dont la générosité, le courage, la bonté étaient extraordinaires. Et puis il y a mon père et ma mère. Et ces modèles extraordinaires que j'ai autour de moi me conduisent, moi, en petit besogneux, parce que je ne suis qu'un apprenti de la pensée, et rien de mieux. Mais j'essaie tous les jours, petitement, de continuer ma participation à l'édifice commun. Voilà un peu qui je suis. Jean-Marie, apprenti philosophe, amoureux de Mozart et de Bach. C'est joli. Quelle était ta plus grande fierté professionnelle dans l'éducation nationale? Alors j'ai eu un énorme plaisir à enseigner la philosophie, ça veut dire mettre les gens dans la démarche de réfléchir eux-mêmes. Comme apprendre à nager, c'est pas tenir des discours, c'est soutenir le menton de quelqu'un qui est dans l'eau pour qu'il se rende compte qu'il arrive à nager et qu'il est capable de continuer tout seul. Apprendre à faire de la bicyclette, c'est pas dire un discours sur la bicyclette et sur le polygone de sustentation. C'est tenir la selle et puis la lâcher doucement quand quelqu'un a son équilibre. Donc, c'est aider l'autre à apprendre. Et ma fierté, c'est parfois d'y avoir réussi. Mon bonheur, ça a été quand j'ai reçu, et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, j'ai 85 ans. Et il y a 3 ans, j'ai reçu un message par courriel d'une de mes anciennes élèves qui avait retrouvé un peu mon nom par hasard sur Facebook et autres, et qui m'a écrit pour me dire « J'étais votre élève en telle année », et il y a Avant-hier. plus qu'avant-hier. Et c'est vraiment une joie extraordinaire. Et ma joie, c'est quand je croise autrui, le sourire d'autrui. Je souris béatement à tout le monde. Voilà. Je confirme dans l'ascenseur tout à l'heure. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, une citation du philosophe Alain. Alain dit, comme la fraise a goût de fraise, la vie a goût de bonheur. Mais les fraises, il faut les trouver. Les fraises des bois, elles sont un peu cachées. Et le mouvement qui fait qu'on va dans un sous-bois vers des fraises, il est magique. Et une fraise, c'est savoureux. Et si on la partage, elle est encore meilleure. Voilà. Eh ben, je te propose de terminer sur ces jolis mots. Merci mon ami. Merci Jean-Marie pour notre échange dans l'inconnu, où le bonheur est parfois caché. Tu reconnais cette citation? Mais dis-moi. Le bonheur est parfois caché dans l'inconnu. J'ai inversé là. Ah oui. Victor Hugo. Eh ben, je savais pas. J'adore Victor Hugo et j'admire Victor. J'espère que vous avez tout autant apprécié que moi mon échange avec Jean-Marie. Et je vous invite à partager, commenter si c'est le cas. Pardon, je vous invite à partager, commenter si c'est le cas. Merci Jean-Marie. Merci à toi. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à commenter, à partager. Je vous dis à très vite avec l'histoire d'un nouvel inconnu. Remercie Jean-Marie. Merci à toi Arnaud. Et continuons. Je te resserre un petit café. Avec grand plaisir. Attends, mais je te rends ça. Bon. Et à la semaine prochaine, même heure, même endroit. En tout cas, ça a été pour moi un moment de bonheur.